présenter merci, un cas clinique d'un cycliste. Alors, c'est un patient qui a 62 ans, qui est kinésithérapeute, qui à l'époque où je l'ai vu en 2008, était en activité, qui fait environ 7000 km de vélo par an, avec toujours 2-3 courses dans l'année de cyclotourisme. Donc c'est un monsieur qui avait eu déjà une première thèse d'effort en 2005, pour des raisons purement de surveillance, parce qu'il n'y avait pas de facteur de risque particulier en dehors de son âge, qui avait été considéré comme normal à 290 watts avec une fréquence cardiaque maximale à 170. Et puis en 2008, je le vois pour la première fois pour un motif de consultation qui, alors il est toujours pareil, il attend beaucoup pour venir, mais il décrit déjà depuis plusieurs mois des périodes un petit peu inhabituelles d'essoufflement à l'effort. Là aussi, en fait, une diminution dans les performances qu'il ressent. Et donc voilà, il demande un avis pour ça. Alors l'examen clinique est sans grande particularité, avec un poids de 65 kg, 1m70, donc une tension à 13,8, un électrocardiogramme de repos que vous verrez après qui m'a semblé normal, une fraction d'éjection à l'écho qui est plutôt bonne, sans valvulopathie, avec des cavités cardiaques normales, et une biologie qui montre un LDL à 1,50 g, avec une glycémie, une crête normale et un HDL à 0,6. Donc son électrocardiogramme, c'est celui-là, donc en bradycardie sinusale, sans anomalie particulière me semble-t-il, avec un intervalle QT qui est normal. À moins que vous ayez d'autres... Rien. Effectivement, en V4, V5, V6, on a un nombre P biphasique. Biphile, pardon. Bon. Alors, il a une épreuve d'effort pour essayer de remettre un petit peu en contexte les symptômes qu'il décrit. Et il va commencer, lors de cet électro, à présenter à partir de 200 watts à peu près, des extrasystoles persistantes qui sont plutôt monomorphes, parfois bigéminées, puis quelques doublés à 230 watts. Et puis à partir de 260, il va faire des choses un peu plus complexes avec une tachycardie ventriculaire, un type de retard gauche, qui d'ailleurs correspond aux symptômes qu'il ressent d'habitude. Donc là, il est arrêté au moment de ce test d'effort, où il dit effectivement j'ai ressenti la même chose que d'habitude, sans plus, c'est-à-dire sans autre manifestation que cet essoufflement, sans douleur, sans autre chute tensionnelle, sans autre problème particulier. Première question, quel examen auriez-vous demandé chez ce patient de 60 ans passés? Alors j'ai entendu une coronarographie. D'autres choses? D'autres choses? Une IRM? Autre chose? Bon. Alors il va avoir une coronarographie qui ne montre aucune sténose angiographique, mais des artères discrètement irrégulières sur ce compte-rendu de coro, fait par une équipe qui a l'habitude de faire des coronarographies. Il a associé à ça une IRM quelques temps plus tard, qui ne montre aucune anomalie non plus sur le plan myocardique, aussi bien gauche qu'à droite. Pas d'anomalie particulière, pas de zone dans le myocarde, une recherche négative des potentiels tardifs et une exploration électrophysiologique où il n'y a pas d'induction de tachycardie soutenue sous isoprène, mais uniquement l'apparition de tachycardie ventriculaire non soutenue, une morphologie identique à celle qu'on a pu enregistrer lors du test d'effort, avec une fréquence ventriculaire aux alentours de 240 battements par minute. Votre attitude? Votre attitude sur, bien sûr, je parle de traitement, la surveillance, est-ce que vous l'autorisez également à continuer ce qu'il fait d'habitude, et éventuellement, et surtout, ces 3 à 4 courses de cyclotourisme, même s'il fait un sport qui reste un sport d'intensité peut-être modérée, il aura quand même besoin d'un certificat.
Bon, c'est la fin de journée. Mais j'ai vu qu'on m'a mis toujours en fin de programme. Aujourd'hui, demain. On sait que tu réveilles les fous. Il fait faire la compétition sans traitement. Voilà. Alors d'abord, qui lui met un traitement, qui lui fait faire un traitement. Traitement, un bêta-bloquant. Tout le monde est d'accord? Laurent, tu dors? Tu es d'accord? Tu lui aurais mis un bêta-bloquant? Sa fréquence cardiaque? Ah, il est lent, hein, vous avez vu qu'il était... oui, il est assez lent. Hein. Sur son Holter, sa fréquence nocturne? Je ne sais plus, mais c'est quelqu'un qui a une fréquence cardiaque lente, comme sur l'électro à peu près qui est là, qui monte assez bien en fréquence cardiaque, hein, puisqu'il est à autour de 240, donc il monte pas mal. Donc je vous rappelle quand même, et on l'a montré tout à l'heure, que sur ce type de troubles rythmiques, les recommandations, en tout cas européennes, pour la compétition sont assez larges. C'est-à-dire que dans le cadre d'une tachycardie ventriculaire non soutenue, il est vrai chez des patients peut-être asymptomatiques, ce qui n'est pas le cas chez ce patient, l'autorisation de compétition pour tout sport, après avoir fait les bilans qu'on a fait, puisqu'il semble être un cœur sain, autoriserait tout type de compétition. Donc là, il n'est pas tout à fait asymptomatique. Pour tempérer quand même, si tu lis bien les recommandations, d'abord, il y a les symptômes, mais ensuite, tu vois, c'est des tachycardies ventriculaires lentes, donc normalement, ce qui est retenu, c'est 140 sans dépasser 150 battements par minute. C'est les tachycardies ventriculaires fasciculaires qu'on a vu de Bellacène tout à l'heure dans le topo de cet après-midi, et c'est les tachycardies ventriculaires qui viennent au niveau de la zone d'éjection du ventricule droit. Donc c'est quand même des aspects très typiques qui ne sont pas exactement, enfin il y a Marc qui est là, qui est bien plus spécialiste que moi au niveau rythme, mais qui ne sont pas exactement ceux que tu as montrés. Ils n'ont pas une très belle tête quand même, ces complexes, ce pas des complexes très amples, etc. Donc moi, pour moi, il sort un peu de ça. C'est vrai que les recommandations sont assez larges, mais c'est vraiment des tachycardies très typiques et surtout des gens asymptomatiques. Voilà, effectivement, dans cette, pareil, dans cette publication, on a à peu près les mêmes critères, c'est-à-dire des tachycardies qui ne sont pas tout à fait de cette morphologie. Alors, pour accélérer un petit peu, je vais vous dire ce qu'on a fait de ce patient. On a mis un traitement bêta-bloquant, puis on lui a proposé un nouveau contrôle quelques mois plus tard, à la fois avec une épreuve d'effort et un holter. Entre-temps, on a mis également un dupravadual qui a été mis, compte tenu de son cholestérol. Bon, il a été mis avec ce produit, et on le revoit 3 mois plus tard pour une nouvelle épreuve d'effort sous bêta-bloquant, où il va monter jusqu'à 92% quand même de sa fréquence maximale théorique. Il atteint 246 watts, cette fois-ci sans aucun trouble du rythme. D'ailleurs, entre-temps, pendant ces 3 mois, ses sensations ont disparu. Il a un holter ECG sur une sortie vélo qui fait classiquement, où il va faire entre 80 et 100 bornes. On retrouve des extrasystoles isolées, qui n'ont d'ailleurs aucun rapport avec l'effort qu'il va faire, avec sa sortie vélo, voilà, sans aucun trouble rythmique. Et on l'autorise à reprendre une pratique de loisir avec une surveillance annuelle, une épreuve d'effort qui va être faite après, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de choses? Vous êtes d'accord avec le bêta-bloquant, la surveillance, le loisir, pas de compétition? On est d'accord? Donc là... Tu lui as donné quoi comme bêta-bloquant? Comme bêta-bloquant, il est sous le sabutolol. Ouais, François? Non, je voulais juste revenir parce qu'il y a eu la réflexion tout à l'heure de la fréquence cardiaque de repos. Comme dit M. Broustet, rappelez-vous quand même que la fréquence cardiaque de repos chez l'athlète elle est due à une baisse du tonus sympathique essentiellement. Donc en fin de compte, avec le bêta-bloquant, vous n'allez pas beaucoup majorer cette fréquence cardiaque de repos. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Donc je pense que chez un sportif lent, on a le droit d'essayer un bêta-bloquant à petite dose au début pour bien vérifier qu'il n'a pas une grande bradycardie. Et surtout l'avantage qu'on a, c'est que comme on va limiter l'influence du sympathique, dès qu'ils vont faire l'effort, on va être très efficace avec notre bêta-bloquant. Bon là c'est pas le cas parce qu'il monte à 92% de la FMT, donc c'est un peu faux ce que je dis. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer les bêta-bloquants, à mon avis, chez un sportif si la bradycardie est due à l'entraînement, parce qu'en fait, cette bradycardie est due à la baisse du tonus sympathique, un petit peu à l'augmentation du parasympathique, donc généralement elle se majore pas tant que ça, là. Au repos, je précise bien au repos. En remarque qu'on peut faire aussi, c'est dans l'enquête SCAPS que nous avons faite avec le CCS,
plus de 80% des tests d'effort qui sont faits dans le cadre de la surveillance de ces patients stentés sont sous bêta-bloquants, et dans ces patients, ils sont tous entre 80 et 90% de la fréquence cardiaque maximale théorique sous bêta-bloquants. Alors, ce patient, il va continuer à vivre, va continuer à faire du vélo, un peu moins, 5000 par an. Il va avoir une épreuve d'effort annuelle qui ne montre pas de grandes modifications, en tout cas sur le plan rythmique, sous bêta-bloquant, auquel on a rajouté de l'amlodipine au cours de ces années, puisqu'il a une hypertension artérielle qui est montée, vous voyez, même sous bêta-bloquant, cette hypertension est apparue. Et puis en 2011, il m'appelle pour des douleurs, cette fois-ci très schématiques d'un angor. Cette fois-ci, il n'a pas attendu 2 mois. Et en début d'effort, ce qu'il fait, aussi bien en vélo, puisqu'il fait aussi pas mal de ski de fond, c'est schématique, c'est vraiment quelque chose d'assez clinique. Et là, il va avoir une épreuve d'effort sous bêta-bloquant, et là, il est arrêté assez rapidement cette fois-ci, compte tenu d'un sous-décalage du segment ST. Effectivement, il va avoir un coroscanner, je pourrais peut-être justifier ce coroscanner plutôt que la coronarographie tout à l'heure. Ce coroscanner, il a surtout, parce qu'il a eu une coronarographie 2 ans plus tôt qui était dite normale, il a un score calcique à 1378 et en fait des plaques serrées sur toutes les coronaires. Et la coronarographie va confirmer qu'il a une sténose du tronc à 65%, fait par la même équipe de coronarographistes, 70% sur l'ACD, 65% sur l'IVA. Ce monsieur a été ponté avec de mammaire et interradial, il va bien. Voilà. Malgré la statine, malgré le bêta-bloquant, malgré l'hypertension, ce monsieur a évolué en 2 ans avec des lésions. Bon, on va revenir sur la première coronarographie où probablement il avait bien sûr des plaques. Cette évolution, c'est pour ça que ce cas clinique m'a intéressé, parce que ayant fait de la coronarographie pendant 20 ans et puis quand même maintenant aussi en ayant un petit peu d'expérience, on s'aperçoit quand même que ce trouble rythmique ventriculaire, il est symptomatique, mais il n'empêche que ça nécessite une surveillance rapprochée de ces patients, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un potentiel évolutif qui est quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui est quand même un peu surprenant. Donc est-ce que ces épreuves de surveillance régulière suffisent? Est-ce que la première coronarographie dite rassurante doit nous conduire à laisser tout faire ou pas tout faire? Enfin, en l'occurrence, on n'avait pas laissé tout faire, mais on aurait presque pu. Cette vitesse de progression m'a beaucoup surpris. Et puis de l'intérêt du coroscanner comme examen de surveillance chez ces patients. Tout à l'heure, c'est Pompon qui posait la question sur ce coroscanner. Quand on voit la nouvelle étude qui a été faite en 2014 montrant quand même sur l'intérêt de ce score calcique chez des patients avec des risques, pas uniquement des patients que tu vas surveiller comme ça, mais chez des patients qui ont, en l'occurrence, ces facteurs de risque, est-ce que ça aurait eu un intérêt de le surveiller et de faire des choses avant? Je ne sais pas, hein, je pose cette question comme ça, mais c'est vrai que le score calcique semble sortir de façon intéressante sur le plan pronostic de nos patients. Donc voilà, c'était aussi la question que je me suis posée à la suite de ça. Maintenant, il va très bien, et je le croise de temps en temps dans des endroits de Haute-Loire en ski de fond. Il a été opéré. Il fait un test d'effort qui est tout récent, qui est tout à fait correct à 263 watts, toujours sous bêta-bloquant. Cette fois-ci, il est sous cardégique, Crestor, Cardentiel, Amlor. Il est à la retraite et il fait du vélo et du ski de fond. Voilà, donc moi, le cas clinique que je voulais présenter, c'était vraiment cette espèce de progression, et puis de se dire qu'on est tous d'accord que la première épreuve d'effort est particulièrement quand même un peu angoissante quelque part, que la coro, pareil, l'examen de référence immédiat chez ce patient de 60 ans qui fait ce trouble du rythme, et que derrière on sort avec une coro normale, mais que 2 ans plus tard il est très tronculaire. Donc il faut drôlement se méfier. C'est un cas magnifique, mais tu as joué au petit bras, pourquoi tu ne l'arrêtes pas le cardentiel pour voir s'il a toujours des troubles du rythme? Ouais. Parce que je réponds au... Si c'était la maladie ischémique, ouais. Aujourd'hui on n'est pas obligé de lui donner du cardentiel, il n'y a pas d'infarctus. C'est pour traiter son hypertension. Moi je sens vraiment que ce garçon il a 2 maladies.
Parce que d'abord, il y a eu son histoire de trouble du rythme. Et à l'époque, il y avait une courbe normale. Alors moi, sur le trouble du rythme, je ne suis pas capable de dire grand-chose parce que je ne suis pas un grand connaisseur là-dedans. Mais en coronaropathie, par contre, j'ai la faiblesse de croire que je connais un petit peu mieux. Et ce que je dis dans les gens, ça c'est différent, mais qu'on a déjà dilaté une fois, et on les revoit, ils sont tous sous hypolipémiant, sous statine. Il y en a beaucoup qui contrôlent correctement leur facteur de risque. Et la maladie coronaire, c'est une maladie évolutive, là, c'est flambant. Alors quand c'est flambant, il y a plein de... D'abord, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Que nous, on agit sur ce qu'on connaît, l'ASTA, et puis... Et alors par contre, il y a une chose qu'on néglige et qu'il faut un peu chercher, c'est les apnées du sommeil. Nous, je pense qu'il y a une évolution complètement différente chez les gens qui sont apnéiques et pas les autres. Nous, on est assez sensibles à ça. Il n'y a pas que ça, c'est un facteur de plus en plus qu'il faut chercher quand on ne comprend pas des évolutions importantes. Et c'est pas parce que quelqu'un est maigre tout qu'il n'est pas apnéique, hein, pour tout ça, il y a des problèmes de conformation du cou, etc. Et moi, je crois que vraiment, il y a deux maladies, c'est un peu l'idée que j'en ai. Alors, si on veut parler du coroscanner, mais vous n'avez peut-être pas envie de reparler du coroscanner. Non, si, non. Merci. Mais non, moi j'ai associé les troubles du rythme ventriculaire et l'ischémie, d'ailleurs dès le départ. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y ait de pathologie. Après, l'évolution de la pathologie, c'est bien, mais si tous les gens qui font de l'apnée deviennent très triangulaires, tu vas avoir beaucoup de boulot. Hein. Non, mais ils s'en font plus.